Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé, dans l'aube bleutée. Alors merci beaucoup d'être là. Merci infiniment, mais merci pour le magazine, merci pour les passionnés, merci pour le public. Il s'est passé à peu près 10 ans après la fin de la première trilogie. Déjà, est-ce que vous connaissiez cette première trilogie? Est-ce que vous aviez écouté la VF? C'est surtout ça. Et surtout, comment, et c'est une question qui s'adresse à tout le monde, comment vous avez pris l'idée, l'offre qui vous a été faite de participer à cette seconde trilogie, à savoir en tenant compte que la première trilogie avait été un énorme succès et que la version française avait considérablement marqué les spectateurs et marqué le cœur des gens. Je sais pas. On va pas se battre. Non, moi c'était un truc très important. J'étais très heureux parce que c'était un truc très important pour moi. Les Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, etc. Le Hobbit surtout, ça fait partie de mes premiers bouquins que j'ai lus, des premiers bouquins que j'ai lus gamin. Donc voilà, avoir l'opportunité de participer à une entreprise pareille, surtout dans le rôle de Smaug, c'était assez, oui, c'était dingue. Enfin, j'étais juste comme un fou. J'espérais que la trilogie du Hobbit aurait le même succès que la première. Je ne sais pas si ça a été le cas d'ailleurs. Je ne sais pas si ça a aussi bien marché ou pas, mais moins. Hein. Ouais, qui a dit non. Un petit peu moins. Mais ça a été un très gros succès. Voilà, non, mais faire partie de cette aventure de toute façon, et puis passer aussi après d'aussi grands noms du doublage qui ont bossé sur la première trilogie et de bosser avec. Enfin, moi, j'ai pas bossé avec grand monde. On a tous fait. Enfin, moi, j'ai un peu tout seul dans mon coin parce que c'était un peu particulier. Mais c'était absolument dingue, ouais, bien sûr. Ils avaient peur que le dragon mange les autres acteurs. Ils se sont dit non, attends, on va le faire parler. Voilà. Oui, Damien. Oui. Vous voulez que j'enchaîne? Vas-y. Et moi, il faut dire que j'avais passé un essai sur Le Seigneur des Anneaux. Je ne dirais pas sur quel personnage, et j'avais pas été choisi. J'étais un peu vert, il fallait que je me venge. Donc quand on m'a proposé un rôle dans Le Hobbit, j'étais ravi de faire partie de cette aventure. Voilà. En plus, j'ai bien aimé mon personnage. C'est rare qu'on n'aime pas son personnage, mais bon. Ça peut arriver. Alors, ce qui est assez drôle, Damien, c'est que l'acteur que tu doubles, je trouve que physiquement, vous ressemblez de façon assez impressionnante. Fois, c'est marrant. Alors, Daniel Perret m'avait... Oui, surtout la taille. Oui, donc, bien sûr. Moi, j'ai enregistré avec mon frère, quand même. Et puis, ma fiancée, où est-elle? Elle arrive, elle s'est trompée de cinéma. Elle est en haut de Rueil, on est en bas. Donc, j'ai un peu enregistré. J'ai pas enregistré seul. Voilà, qu'est-ce qu'on disait? Oui, je lui ressemble. Oui, un petit peu. Un peu, ouais. Ah oui, oui. Bon, tant mieux. Moi, je te confirme. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Bon, c'est cool. Marc, J'y ressemble un peu. Moi, si tu prends tu ressembles au dragon, Jérémy. Non, j'ai pas le chapeau. Non, mais moi, pour un gamin qui a grandi, si tu veux, dans les cités des quartiers nord de Marseille, qui essaie de s'en sortir autrement qu'en allant dealer des choses et faire l'artistique, ça a été un moteur pour moi. Et c'est vrai que ça faisait partie des premières lectures que j'ai eues. C'est-à-dire, je n'allais pas chercher des lectures qui étaient dans le quotidien, dans les auteurs qui racontaient les difficultés de la vie. Donc évidemment, comme beaucoup, je pense, ces univers-là sont des univers dans lesquels on peut s'échapper, aller très loin. J'étais plus fan du Hobbit, donc j'étais assez content de venir sur le Hobbit, que du Seigneur des Anneaux, bien qu'ayant lu tous les tomes qui étaient comme ça, parce que je trouvais ça très chiant. C'est-à-dire que quand ils te décrivent l'avancée pour aller à la petite porte et la poignée de la porte... Le Seigneur des Anneaux, il y a des moments très Tu te dis, chiants, mais quand tu le relis, parce que j'ai voulu le relire moi, il y a des années après, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. Donc quand j'étais gamin... Surtout, un an à démarrer, quoi. Et le Hobbit, par contre, je préférais. Donc j'étais très surpris, par contre, qu'ils en fassent une trilogie, parce que vu la taille du roman, je me dis comment ils vont distiller ça sur... Alors c'est peut-être pour ça que ça a peut-être moins bien marché, parce que forcément, faire rentrer les 3 tomes du Seigneur des Anneaux dans une trilogie, je peux comprendre. Et en plus, c'est long. Mais le Hobbit, l'étirer, forcément... voilà. Donc, mais j'étais agréablement surpris. Puis
Ravi de retrouver James Nesbitt, qui est un acteur que j'adore et qui est pas là pour le coup, c'est très bien parce que on parlait de physique, de ressemblance. Moi, j'ai tendance des fois à doubler des acteurs auxquels je ressemble pas, et du coup, on pense pas obligatoirement à moi. Pour eux, quand on les voit, c'est ensuite des fois, je passe un essai, quelqu'un m'a mis dessus, ou alors on dit tiens, tu l'as déjà doublé. Pour moi, il n'est pas pour toi, mais viens quand même. Et en général, ça se passe bien. Mais et James Nesbitt, ça a été ça souvent. Je me souviens une des premières fois que je l'ai fait dans la série Jekyll, par exemple, c'est Roland Timsit qui me dit écoute, il y a un mec là, tu as déjà doublé, viens. Pour moi, c'est pas pour toi. Et puis une fois que je l'avais fait, moi, j'avais été validé par Canal et Arte. Là, j'étais content de le retrouver. Et puis du coup, d'être. Parce que tu n'es pas souvent appelé pour les comédiens que tu doubles. C'est dur de les suivre souvent. Donc tu es ravi quand tu as au moins l'opportunité et la chance de défendre tes couleurs sur leur travail. Et là, j'étais ravi. En plus, ça correspondait à un univers que j'aime bien. Il est assez truculent. Il est voilà. Donc, j'étais très content. Ça s'est très très bien passé. J'étais ravi. Merci Jean-Claude. Eh bien, bonjour. Alors, moi, je vais rebondir là-dessus, l'opportunité des physiques. Les nains. Ouais, je sais, je me demande souvent si on ne m'a pas choisi justement au physique, parce que très souvent je fais les nains. C'est quand même, j'ai eu le plaisir de le faire. Tu sais pas comment tu dois le prendre. Non mais c'est vrai, j'avais fait prof dans Blanche-Neige et là, quand ils m'ont appelé pour ça, j'ai regardé, j'ai dit d'accord, c'est un nain, parfait. Et il est génial. En plus, j'adore ce personnage. Et il y a une petite anecdote avec Barbara au début quand on a commencé, parce que la première boucle qu'on a faite, en vrai, je veux dire après avoir fait les essais, on s'est aperçu, à ce moment-là, ils me l'ont dit, qui roulait les choses qu'on n'avait pas quand on a fait les essais. Oui. C'était à toi la galère, là, oui. On était obligé de réécrire quelques phrases parce qu'il y a des moments où ça se bousculait. La langue ne suivait pas. Hein. Non, parce que très honnêtement, quand ça commence à partir là-dedans, si on part trop vite, à un moment, on n'y arrive plus. Fermez les yeux et écoutez Jean-Claude, c'est drôle. Donc, je vous le disais encore une fois, je vous remercie déjà tous d'être venus pour voir cette aventure extraordinaire. Et c'est vrai que c'est très impressionnant pour moi, car je vais vous l'avouer, je n'avais pas vu ce film. Maintenant, je regrette de ne pas l'avoir vu avant. Mais ce que j'attends avec impatience, c'est un petit mot de Smaug. Mon cher Smaug. Eh bien, J'aimerais bien. voleur. En plus, tu as Ray. Tu sais que tu as Ray, tu aurais pu. Non, mais ça a été une très très belle expérience. Très belle expérience. Moi, j'ai été personnellement ravi. Et j'ai une question, Jean-Claude. Tu dis que tu as découvert le film là ce matin, parce que tu étais à la projection. J'aimerais ton ressenti, à la fois sur le film, mais aussi sur le doublage. J'ai adoré. Alors moi, on se connaît tous, on se Oui. connaît tous, et tout ça. Mais je trouve qu'il y a eu un très beau boulot qui a été fait. Encore une fois, je vais rebondir sur un truc. Je vois pas l'IA en train de nous faire un truc pareil. Ça, hein, on va pas. J'en repense moi toujours à quelques couches. Hein, Il y a peut-être des bouts d'IA dedans et tu ne le sais pas. Oui, il y a peut-être des choses là-dessus. Non, mais c'est une très belle réalisation. Je me souviens également que lorsqu'on a terminé le dernier volet, on était en train d'enregistrer le dernier volet, les affiches étaient déjà un peu partout dans Paris, qui tournaient encore la fin du film. Ils étaient un peu labour. Incroyable. Ça, c'est arrivé sur Et vous, plusieurs- tu sais si la diff ça a été en 24 images ici ou ça a été comme lors de la sortie parce que Ah non, voilà. ça n'a pas été en 60 FPS. C'est ça, c'est un format particulier, ce qui a été déstabilisant peut-être pour ça aussi que ça a moins bien marché, c'était assez déstabilisant pour certaines personnes. Quand tu vas au cinéma, tu aimes ce côté, le 24 images, ça amène un côté un peu romantique à l'image, un côté un peu féerique, et là on était dans quelque chose qui était, pour moi je trouvais, quand je l'ai vu en salle, je trouvais que ça fonctionnait très bien pour tout ce qui était les effets spéciaux, dès qu'il y avait des monstres et tout, mais dès qu'on était dans la réalité de la vie, et pourtant, c'est des vitesses normales. Les nains, quand ils sont dans leurs habitations et tout, mais il y avait quelque chose qui était un peu dérangeant, moi, je trouvais. Bien sûr, parce qu'on est habitué. Il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas que le cinéma, c'est 24 images secondes et que le film a été diffusé en 60 images secondes. C'est l'un des premiers films qui a été diffusé comme ça. Et l'œil humain étant habitué à un cinéma de 24 images secondes, ça a déstabilisé beaucoup de gens, effectivement. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Il y en a qui aiment bien Bonjour, les Laetitia. Je fais partie de ceux-là. Bon, heureusement qu'il n'y a pas 3 cinémas à Roubaix qui s'appellent Ariel. Hein. Apparemment, il y en a 2. Voilà. Il y en a 2.
Il s'appelle Ariel aussi. Ouais, mais c'est Ariel centre-ville et Arueil haut de Rueil. Tous ces ciné. Je viens de l'apprendre. Voilà, désolé Mais Laetitia. dépend. Et toi alors? Ah, merci. Je suis content que tu me demandes. Donc, Que faites-vous là? moi, je tiens le micro, en fait. Je suis un figurant. Oula, ça... Les micros sont un peu forts. Ouais, ils sont un peu forts. Ça résonne. Non, moi, j'étais très Ouais, content de doubler le rôle le plus important des 6 films. Hein. Le plus... Hein Ne colle pas trop en fait. Ouais, Sinon, Non, voilà, j'étais moi-même très fan du Seigneur des Anneaux. J'avais adoré les 3 premiers. Et étant fan, quand Barbara Tissier m'a appelé pour doubler pour passer des essais, parce qu'il y a quand même eu des essais pour c'est des essais aussi. Ouais. Moi aussi, certainement. Oui, qui devait être validé par Oui, Peter oui. Jackson et Et tout. bah, C'était bah, quand on a été bah, validé, c'est- on était c'est très Jackson contents. qui Ouais. l'a Il est validé par le Real. C'est ça. Exactement, c'est ce qui a été dit hier effectivement par les comédiens aussi. Dis donc. Ça doit être très Alzheimer impressionnant Spaghetti. d'être validé par le réalisateur d'une aussi grande saga. Bah oui, parce que du coup, tu as la vision de la personne directement, de son travail, de ce qu'il a voulu. Forcément, quand tu as un directeur artistique qui arrive après, soit il est dans la même vision, soit des fois, il a sa propre interprétation, ce qui est tout à fait normal, ses sensations, mais des fois, ça peut aller à l'encontre. Et là, c'est le réalisateur qui te choisit, donc tu es content. Tu te dis, c'est ce qu'il a voulu entendre, c'est ce qu'il a. Donc, oui, c'est assez flatteur. Oui. Adrien, continue. Je sais plus ce que je disais. Voilà. C'était passionnant. Tu étais le plus important dans le. Voilà, oui, le personnage le plus important des 6 films, hein, on est d'accord. Hein. Il y en a un qui suit. Voilà. C'est le scribe. C'est le script, c'est lui qui script tout, évidemment. Mais qu'on voit d'ailleurs, hein, pour certains qui savent, qu'on voit son cadavre dans Le Seigneur des Anneaux, puisque en fait, on le retrouve dans les mines de la Moria, et c'est lui qui, justement, est à côté de la tombe de Balin, qui tenait le livre et qui dit « Ils arrivent, les tambours ». Et, Ah, t'es aussi dans le Seigneur des Anneaux du coup. Ouais, mais je ne parle pas, je suis mort. Ouais, mais t'y es quand même. C'est une erreur de scribe, là. Et en plus, je m'étais dit, si on m'avait dit que j'allais le faire de son vivant, et voilà, moi j'adore tout ce qui est médiéval fantastique, j'adore comme les jeux de rôle, tout ça. Je suis. Oui. Et j'étais. Un jour, on va se faire une petite soirée jeu de rôle avec Marc, Jérémy et toi. Ah bah voilà. Et en fait, justement, ce que disait Jean-Claude, oui, c'est que, en effet, Barbara m'avait téléphoné un peu avant qu'on commence à enregistrer le premier film, en me disant, voilà, on est un peu embêtés. Apparemment, certains comédiens, ils ont un accent écossais, et c'est la famille de Gimli. Et elle me passe Hilary Davis, qui était la cliente à l'époque, et Hilary me dit, oui, Peter, il a pris des accents, des comédiens avec l'accent, je fais très mal l'accent anglais. Non, tu fais vachement bien Hilary. J'ai reconnu Hilary. Merci, moi aussi. Jérémy. Et elle me dit, Peter a pris des comédiens écossais qui ont donc un accent écossais, mais uniquement pour la famille de Gimli. Est-ce que toi, qui es fan du Seigneur des Anneaux, tu penses qu'on devrait leur faire rouler les airs? Je dis, bah oui, évidemment, ça ne compte quand même que pour un. Je dis, voilà. Et du coup, j'étais très content d'avoir été un peu pris comme consultant pour ça. Voilà. T'as été rajouté au générique ou pas? Ouais, Consultant. je crois. Ils ont mis un post-it à la fin, je crois. Laetitia, Oui. déjà, je suis ravi de t'accueillir. Moi aussi, je suis contente d'être arrivée. sur ce week-end. Merci beaucoup. Le Hobbit et d'une manière générale l'œuvre de Tolkien, on ne peut pas dire que ce soit une œuvre qui soit très féminine. Non, Et Peter Jackson, ça se voit d'ailleurs. voilà. On appelle Bon, ça le syndrome de la Schtroumpfette. Après, il y a beaucoup de comédiennes que j'ai invitées qui ne sont pas forcément venues. Voilà. Et qu'elles ne pouvaient pas. Barbara devait être là, mais elle fête l'anniversaire de sa grande-tante qui vient d'avoir 90 ans. C'est pour l'info que j'ai On l'embrasse. j'ai donné tout à l'heure. Voilà, on l'embrasse. Mais du coup, Peter Jackson a ouvert à certains personnages, dont le tien, le personnage de Toriel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je sais que ça a fait un petit peu polémique. Moi, je ne suis pas forcément dans les petits papiers parce que je ne suis pas forcément dans l'univers Tolkien, etc. Mais j'ai bien compris que ce n'était pas un personnage... C'est pas un personnage écrit par Tolkien. Écrit, voilà, au départ. Mais moi, je trouve ça bien qu'il l'ait écrit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Voilà. Moi J'étais aussi. plutôt contente d'arriver. Voilà, je suis contente qu'il y ait une touche féminine un petit peu dans ce monde, parce que c'est vrai que je me suis mise à un moment donné à les compter et je me suis dit, mais en fait, ça se compte sur les doigts d'une main, là, en fait. Hein, voilà, Il y en a ça. 3, ouais. Donc oui, ça fait du bien, un petit personnage féminin de temps en temps. On va parler d'un autre personnage féminin qui est Barbara Tissier, la directrice artistique, qui avait participé au premier doublage du Seigneur des Anneaux et qui, là, vous a appelé pour passer des essais. Racontez-nous un peu, Barbara Tissier.
Je sais que dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, et moi je l'ai lu et relu, donc je sais que Barbara Tissier fait l'unanimité. Oui, très bon, grande. faut pas exagérer non plus. À part toi qui l'a décrit, Non, mais tu. on va en parler de Barbara Tissier, Jérémy. en plus, elle n'est pas là. Mais non, mais On va balancer un peu. tu m'as dit de pas le dire. Moi je C'est l'ai bon, pas. c'est bon. On va arrêter on va dire les choses maintenant. Voilà, c'est insupportable. Donc Barbara Tissier, quelques mots sur elle. Bah, elle est sympa. Elle est très sympa. Non, Cool. Elle est blonde. Elle est. Blonde. On Ah, a vas-y, le on même balance, âge. on balance ou on balance pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, elle est formidable. C'est une formidable comédienne. Déjà, c'est un bonheur de. J'avais eu la chance de travailler avec elle, moi, en tant que comédien à la barre, enfin au micro avec elle. Bon, c'est une partenaire géniale et c'est une directrice artistique. Tout est cool, tout est bien, c'est souriant tout le temps, c'est bonne ambiance, c'est agréable. On bosse hyper sérieusement, sans se prendre au sérieux. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime quand on arrive à faire ce métier comme ça, que ce soit en tournage, au théâtre ou en doublage. Elle vient d'appeler, tu fais le prochain Peter Jackson. Oui, bah voilà. Ok, c'est cool. Elle est d'ailleurs en duplex avec nous, là, de chez sa grande tante. Non, Barbara, enfin, si tu moi nous je entends. sais, c'est un bonheur, Barbara. C'est vraiment un bonheur. Elle est tout le temps de sourire. Voilà. Et elle arrive malgré tout à être, je sais pas ce que vous en pensez, mais très, très exigeante dans le boulot. Surtout quand tu te retrouves avec un truc comme ça, t'as pas envie de te planter, quoi, que tu sois comédien ou DA. Donc, enfin, moi, ça a été un vrai kiff de bosser avec elle là-dessus. Elle m'a dit qu'elle avait une grosse pression parce que Ça s'est pas senti. Mais- Non, ça s'est pas senti. Ouais. Et heureusement, parce que c'est vrai que c'est assez désagréable de travailler avec la pression. Mais Barbara, effectivement, elle n'a pas envie non plus de communiquer, je pense, cette pression-là, ce qui fait qu'on arrive à passer les essais. On voit bien qu'on n'a pas le temps non plus Oui, on de sait déconner, de tous, sortir le champagne. Et voilà. Mais on bosse sérieusement, sans stress, comme l'a dit très justement Jérémy, et on ne sent pas le stress, quoi. Bah, c'est-à-dire que tu as des œuvres où les créateurs suivent pas autant que ça leurs œuvres. Et là, c'était tellement important pour des fans et plein de gens que quand tu as Peter Jackson qui suit derrière, forcément, tu as plus de pression. D'autres, quand ils font des versions étrangères, ça y est, c'est délégué, c'est passé, le film, ils se disent, le film ne nous appartient plus, advienne que pourra. Là, c'est Ils étroitement valident suivi tout, quoi. par certains, donc c'est chaud. Forcément, du coup, et tu dois te demander en tant que DA, certainement, des fois, tu as peut-être une sensibilité, envie de faire quelque chose ou pas. Dans quel sens tu dois aller pour satisfaire la personne? Donc, c'est sûr qu'elle a plus de pression. Ouais. Et moi, je voulais rajouter aussi que j'ai énormément d'admiration pour Barbara, aussi bien en tant que comédienne qu'en Elle n'est tant pas là, t'es pas obligé de. Non, mais j'ai envoyé mon CV, c'est bon. Et qu'en tant qu'être humain, parce que elle fait des projets énormes, elle pourrait subir une pression. Elle subit une pression de dingue, et comme on disait, elle la communique pas. Et moi, à sa place, je serais liquéfié de stress, et elle est toujours cool. Et quand on va bosser avec elle, on sait que ça va bien se passer dans la journée. Alors, elle vient d'appeler. Alors, tu n'es pas dans le prochain Peter Jackson, mais tu pourras amener les cafés, par contre. que pensez-vous de l'impact du doublage, et on ne va pas parler que du Seigneur des Anneaux, de cette saga, mais de l'impact du doublage sur la culture populaire en France et sur la transmission finalement, parce que le Seigneur des Anneaux, ça fait partie des sagas qu'on va transmettre. Alors il y en a d'autres, il y a Star Wars, il y a Harry Potter. On les transmet de père en fils et de fils en petit-fils. Donc ce doublage, ces films vont durer, ce doublage va durer aussi. Les Chaplin aussi. Hein. Oui, alors je suis pas certain. C'est une saga. Oui, je suis pas certain qu'aujourd'hui, en allant dans une école primaire, beaucoup il d'enfants devrait. connaissent. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, bien évidemment. La transmission, c'est très important. Mais voilà, vous. Alors déjà, on va applaudir Xavier Fagnon, s'il vous plaît. Fagnon, monsieur. Il s'appelle Xavier. Veuillez m'excuser pour le retard. Xavier Fagnon. Toi aussi, tu étais à l'autre cinéma. Il était au 3e cinéma de ma maison. Je suis jeune conducteur. Il était dans le Mordor. Je ne débrouille pas encore très bien. Encore la vignette sur le. Voilà, c'est Ouais, ça. voilà. Ah, oui. Le coup de la panne. Donc on parlait de l'impact du doublage dans la culture populaire. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, d'être devant des passionnés, des gens pour qui ces doublages ont une réelle importance et sont véritablement ancrés dans leur cœur, dans cette culture populaire qui aujourd'hui est très importante via les réseaux sociaux, via les conventions, etc. Moi, par exemple, sur la bataille qu'il y a souvent entre VO et VF, je la trouve ridicule parce que je voudrais souligner une chose quand même. Par exemple, il y a beaucoup d'aveugles.
Et les aveugles, s'ils n'ont pas une version française, c'est très compliqué pour eux de suivre quelque chose. Donc un bon doublage en français avec des personnes qui s'impliquent et qui ne font pas du karaoké, c'est important, parce que si on ne s'investit pas, qu'on n'ait pas des belles émotions, ces personnes-là ne peuvent pas percevoir à leur manière l'image. Parce que du coup, en doublant, on va créer l'image, nous aussi. On va créer, s'il fait froid, ils vont comprendre dans la voix, dans les inflexions de voix, que on est peut-être sous la pluie, sous la neige. Si le personnage est volontaire, on va entendre qu'il est volontaire. Donc c'est important pour ça aussi. Et puis c'est important, un doublage français. Par rapport tout à l'heure, tu as abordé l'IA. Je veux dire, ce que n'aura jamais l'IA quand on fait une adaptation, c'est justement d'adapter à notre territoire un film pour les gens dans leur culture, dans leur langue. L'IA ne pourra faire que aller piocher et faire de la traduction littérale de ce qui a été fait en l'appliquant. Et on va enlever tout ce qui est la fantaisie. Et donc, dans la transmission, pour y revenir, ce qui est important, c'est de transmettre ça aussi, de se dire que l'important, c'est le vivant, c'est les émotions. Pour le spectacle vivant, c'est important aussi. Sortez, allez voir des gens au théâtre, ressortez au cinéma, ne restez pas chez vous. Tout ce qui s'est passé avec le Covid a été fait pour cloisonner les gens. Ça arrange beaucoup, par exemple, certains grands producteurs qui, depuis des années à Hollywood, se disent financièrement que c'est plutôt cher de sortir une version en salle parce qu'il y a tout le marketing qui va autour et on sait très bien que pour faire vivre un film, il faut beaucoup de marketing, il faut qu'on en parle, que c'est un écho. Là, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'on nous a tous cloisonnés chez nous, on nous a donné le cinéma à la maison, dans de plus ou moins bonnes conditions. Tout le monde n'a pas une salle de cinéma chez soi, tout le monde n'a pas des choses en 5.1. Donc on va aller vers... si on ne lutte pas et qu'on ne va pas... et en ce sens-là, la transmission est importante. Si on ne dit pas à nos enfants de sortir, d'aller, et puis le plaisir d'aller dans une salle de cinéma, découvrir, alors en VF, c'est bien, un film, et ensuite justement de parler, d'échanger, même si on n'a peut-être pas aimé, c'est ça la vie. Et c'est important, donc il ne faut pas se laisser enlever ça. Et c'est important de lutter pour essayer de garder une culture propre à chaque pays, des petites différences. Et la VF, c'est très très important pour ça. Voilà, c'est important d'avoir une VF, comme c'est important d'avoir une VO si vous voulez apprendre l'anglais. Il faut les bases, quoi. Il faut les bases pour apprendre l'anglais. Oui, mais on n'apprend pas une langue sans des ça bases. va dans une démarche de transmission aussi, de dire à ses enfants que c'est intéressant de savoir parler plusieurs langues pour pouvoir échanger avec les autres. Damien, tu voulais intervenir ? Non, je voudrais redescendre un tout petit peu plus bas. Il paraît que... Alors, c'est quand même plus bas. T'es assis. Il paraît qu'il y a des expressions qui sont apparues dans le doublage, parce qu'en fait, pour adapter, et pour que ça soit synchrone avec les lèvres, parfois les adaptateurs faisaient des formulations qui étaient un peu originales et pas vraiment françaises. Mais comme c'était énormément utilisé dans les versions françaises et dans le doublage, je pense surtout dans les années 80, et du coup, c'est passé dans c'est passé dans le langage courant. Et alors que c'est des expressions qui sont typiques, qui viennent du doublage, je crois. Et quel genre alors d'expression ? Eh ben, par exemple, il paraît que... ça mais que Par exemple, c'est une époque... espèce de grosse enflure, par exemple. C'est vraiment une sale enflure. Il paraît que, par exemple, ce mot enflure n'existe absolument pas au départ dans la langue française. Et c'est vraiment un truc... je découvre. T'as pris du crément avant des trucs. Je prends encore pris Instruis-nous. Mais il a l'air très très bon le crément quand même. Très très bien, tu vois, je t'ai dit. Espèce de grosse enflure, tu t'es ressouillé la gueule avant d'arriver. Espèce de grosse enflure, un crément. C'est ça. Il paraît qu'enflure, ça n'existait pas. Non, mais il paraît qu'il y a des trucs... Alors, qui sont on a passés les dans le justes, langage courant. les mots justes. Oui, mais non, mais c'est juste impossible. Mais t'as juste raison. Typiquement, voilà. Alors, et c'est vrai que moi, une traduction littéraire. j'ai interviewé Christian Duras pour le numéro, et un petit peu de pub, c'est la seconde pub. Actuellement en cours, le numéro 15 de Synchro sur Ulule, jusqu'à ce soir. Christian Duras, qui est un adaptateur et un directeur artistique, m'a dit la même chose que toi. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il trouvait ça dramatique. En fleur, il t'a dit ça ? Ouais. Alors, peut-être pas. Alors, Lui, il trouve ça dramatique. non, mais en Ça, fleur, mais- on va ça, mais alors- un cours de mots. Il m'a dit que les jeunes, aujourd'hui, prenaient dans le langage des tics du doublage. Bah oui, mais... Et il en était désolé. Alors je pense que c'était c'est valable dans les années 80, parce que tout le monde regardait en VF. Aujourd'hui, c'est quand même, vu l'offre, c'est plus pareil. Dans les années 80, il y avait 5 chaînes. Pour voir Oui. un film en VO dans les années 80, il fallait... Voire 3 chaînes au Non, début mais des années surtout, 80. Il y avait que 3 chaînes, donc quand il y avait une série, tout le Ouais. monde la regardait. Ouais, bien Donc, sûr.
tout le monde regardait les mêmes séries, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Non, et puis tu vois, dans l'importance dans une. Je vais donner un exemple moi, très précis sur l'adaptation, et ce que Liane ne pourra pas faire, par exemple. Moi, quand j'ai adapté Piranha 3D, j'ai adapté et dirigé ce film, qui est le film d'Alexandre Aja, il y a un passage à un moment donné où il y a Christopher Lloyd, qui est dans une animalerie, avec il y a des poissons et tout ça, et on va lui amener le piranha. Et les gens tapent à la porte. Dans l'anglais, ça donne... hold the horses. Yeah, I'm coming, hold the horses. Si on fait de la traduction littérale, un mauvais traducteur va aller sur Google Trad, il va avoir retiens les chevaux, ce qui veut rien dire. C'est l'expression typiquement ricaine. Voilà, c'est ricain. Donc un adaptateur aurait mis normalement, s'il traduit juste le truc ou quelqu'un qui fait de la traduction littérale, oui c'est bon, patientez, j'arrive. Moi je me suis amusé dans l'adaptation, sachant que c'était le Christopher Lloyd de Retour à le futur, à mettre oui c'est bon j'arrive, je ne peux pas me téléporter. Et tous les gens dans la salle, voilà, avaient cette réaction-là, où du coup, ça les amenait sur une passerelle de quelque chose d'autre, une passerelle émotionnelle, de référence culturelle. Donc l'adaptation, c'est ça. Et donc, et nous, ces mots-là ont résonné. Donc si on l'adapte en français, c'est une adaptation, et elle sera bien. Et on aura envie d'aller voir des films où il y a une vraie adaptation derrière, pas de la traduction littérale. Voilà, de l'importance de... Et puis, je pense, quand on dit qu'on ne peut pas améliorer une VO, je pense qu'on peut l'améliorer, oui. Parfois, oui. Je pense aujourd'hui, parce qu'en fait, pendant très longtemps, on a dit, moi j'ai interviewé Patrick Pauvet à l'époque, il disait, bon exemple. On ne peut qu'abîmer une VO. Je ne suis pas spécialement d'accord avec Patrick. Il disait ça par excès d'humilité. Je sais bien, tout à fait, tu as tout à fait raison. Mais aujourd'hui, à l'époque, on ne savait pas que l'IA était un danger. Mais à force de dire ça, à force de dire nous ne sommes pas propriétaires des acteurs que l'on double, à force de dire on peut pas, on essaye de faire au mieux, mais la VO, il n'y a rien de mieux que la VO. À force de dire ça, je trouve, et c'est mon sentiment, que finalement, on ne fait pas du bien au doublage en français, alors que je suis tout à fait d'accord, il y a certaines œuvres qui peuvent être supérieures à la VO. Et je pense beaucoup au doublage des années 60-70, où il y avait des comédiens majeurs de doublage qui pouvaient doubler des tout petits personnages et des acteurs de seconde zone qui avaient 3 lignes. On entendait un Roger Rudel sur un acteur de seconde zone qui n'a rien fait. Et là, pour le coup, on n'avait que des majeurs qui faisaient ça. Il y a une expression que j'aime bien qui est ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que si on minimise un art et si on le réduit à, par exemple, ce qui peut arriver chez Disney, à juste une forme d'onde où on se cale sur quelque chose parce qu'on veut uniformiser et que ce soit le produit marketing qui soit distribué. On passe à côté. Moi, par exemple, je fais beaucoup moins de Disney que je ne fais des dessins animés d'animation. Par exemple, Dexter, dans le laboratoire de Dexter, si j'avais dû coller exactement à la voix originale, il avait un petit accent allemand dans l'original. J'aurais dû faire ça. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait ce que l'image m'apportait et on m'a laissé faire ça. On m'a laissé la liberté artistique de le faire. Et pour moi, les meilleurs doublages sont quand on prend Roger Moore, tous les Amicalement Vôtres et tout à l'époque, mais il faisait n'importe quoi. Il faisait n'importe quoi par rapport à la VO. Et il s'amusait. Et il y avait de la vie. Tony Curtis avait vu la VF de Amicalement Vôtre, d'ailleurs, il avait trouvé ça vachement mieux et vachement plus marrant qu'en anglais. Et c'est ça. Moi, pour rebondir juste là-dessus. Et surtout la série en anglais. Oui, a été relancée. Il y a eu une saison, ils se sont plantés. En France, ça a cartonné. Ça et Chapeau melon botte de cuir. Comme Starsky Hutch. Chapeau melon botte de cuir, c'est les séries qui ont été relancées en France. Je voulais juste dire un truc tout à l'heure, pour rebondir sur ce truc-là, sur le côté. Enfin, nous, les souvenirs. Moi, j'ai des souvenirs de VF quand j'étais gamin. Et il y a des films qu'aujourd'hui, que j'ai montrés à mes gosses, les Retours vers le futur, les Star Wars, etc. En fait, je ne peux les revoir, les Indiana Jones, je ne peux les revoir qu'en VF. Parce que c'est des Madeleines de Proust. Il y a un truc, tu vois, vraiment. Et je suis même, au-delà de ça, persuadé que certains comédiens américains, dans les années 80, justement, ont eu. Leur voix française les ont rendus encore plus populaires. Je pense à Eddie Murphy, je pense à Bruce Willis. Eddie Murphy ne parle absolument pas comme ça en VO. Bruce Willis, pas du tout non plus. C'est pas du tout la voix de Patrick. C'est vraiment une proposition. Alors, Medondo à l'époque. Bon, c'est vrai. Axel Follet, flic de Beverly Hills. Tous les Renois après du cinéma pendant les années 90. En tout, je parlais comme ça, mec. Voilà. Donc voilà, il a vraiment. Bon, aujourd'hui, tu fais ça. Mec, ça filoche. Ça filoche, mec. Je vois pas du tout ce que tu veux dire, mec. Non, voilà. Arrête tes conneries. Appelle Shrek tout de suite. Arrête. Et même quand tu vois, Darbois réincarné. Quand t'entends. Fermez vos gueules, mec, les mecs.
Darbois, j'ai revu L'Arme Fatale 2 l'autre soir, hein, il y a 3 jours. Ce que fait Darbois, c'est dingue. Danny Parce Glover, qu'il c'est il est exceptionnel. parti dans un truc de, tu vois, il a un peu une voix de Renoir, mec. Exactement. Ah, je suis trop Incroyable. pour ces conneries. Incroyable. Il y a un vrai, mais voilà, moi, Eddie Murphy, Bruce Willis, tous ces mecs-là, et comme justement la popularité de certaines séries qui n'ont pas marché là-bas et avec le doublage français ont cartonné ici, je suis persuadé que ça les a. Alors aussi moi j'ai rendus une vachement question plus populaires. à vous poser parce qu'au fil des interviews que je donne, et je vais donner la parole à Xavier. Xavier Fagnon, messieurs, dames, quand même. Je l'ai en ligne de mire. J'ai une question à vous poser, à toi Xavier, et que à toi. Non, je rebondis sur ce que tu dis, Jérémy, parce que est-ce qu'aujourd'hui cette Clément est pas mal aussi. Hein, Est-ce que le fait d'être, entre guillemets, bridé, finalement, je sais que de plus en plus, il y a des personnes qui sont là qui viennent des États-Unis, qui viennent des studios, qui viennent peut-être des clients, et qui sont là pour veiller à ce que le doublage se passe bien. Est-ce que ça vous bride dans votre interprétation? Parce qu'on dit souvent, il faut faire comme le comédien qui a l'image. Oui, mais dans tous les exemples qui ont été donnés par Jérémy, on se parle de comédiens qui sont allés au-delà du rôle, qui se sont appropriés les personnages et et c'est marrant parce que j'ai mis en ligne sur Facebook une interview de Pierre Arditi qui parlait exactement d'Amicalement Vôtre qui a dit mais ils ont fait autre chose. Est-ce que c'est dommage d'être bridé au point qu'aujourd'hui on ne peut plus proposer autre chose? C'est vrai qu'on a moins de liberté qu'avant, parce que moi je pense que c'est depuis l'arrivée des DVD et depuis l'arrivée du moment où les gens ont pu regarder en différentes langues et ont pu revenir en arrière aussi, parce que quand ça passait à la télé, c'était dans le flux. Tiens, mais qu'est-ce qu'il a dit? Bon, mais voilà. Et puis on ne pouvait pas comparer les différentes voix. On n'avait pas, enfin, c'était très rare, quoi, à part quelques grands amateurs qui allaient prendre une VHS à l'époque et écouter le film en VO pour comparer, ou aller au cinéma, fallait se souvenir, voilà. Donc on n'avait pas cette perception-là, c'est vrai que ça amenait plus de liberté, qui permettait des castings plus sur l'énergie des rôles que sur le raccord voix, quoi. Le raccord voix dans le doublage, c'est pas toujours la meilleure idée, quoi. Et effectivement, alors c'est un problème pour les DA, effectivement. Nous, en tant que comédiens, on sait qu'il y a un cadre plus serré quand même, mais on peut trouver de la liberté. Je pense que c'est tout l'enjeu, quoi, de s'amuser, d'avoir l'humeur, d'essayer d'être ensemble sur les plateaux aussi pour que ça circule aussi cette humeur-là. Et bon, bien sûr, on en a moins, mais je pense qu'il faut éviter de s'auto-censurer, quoi. Il faut surtout s'approprier. Voilà. Si tu veux, Il y a surtout des produits sur lesquels on n'a absolument pas la place. Je pense, je sais pas, à des films comme Avatar ou des choses comme ça, où vraiment on est sur une demi-note près, un demi-ton. Enfin, c'est comme disait Clara Morgan, c'est une dure lutte, en fait. C'est une dure lutte, oui, C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend des uns et des autres en fonction de la volonté qu'on a de faire changer les choses ou pas. Je vais te donner un exemple précis. Par exemple, moi, le problème, c'est qu'avant, il y avait une liberté parce que les gens derrière, les clients et autres, et plein de gens, même dans des bureaux à différentes strates, n'intervenaient pas. Et là, maintenant... Ils faisaient confiance, ils vous laissaient faire des VF. Oui, ils laissaient faire, ils avaient confiance. Et à partir du moment où c'est devenu populaire, le doublage, ils se sont dit c'est un business. À partir du moment où c'est devenu un business, on a mis des gens qui ont dit ah ben non, attention, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et selon l'élasticité des studios et autres, on a plus ou moins de capacité à bouger les choses. Moi, par exemple, on nous donne des fois des documents qui sont des documents où on te dit le truc c'est comme ça, tu ne le changes pas. Donc quand tu arrives, toi, quand tu es directeur artistique et auteur, par exemple, que tu arrives en studio et que tu as un comédien qui se dit bah ça c'est nul, c'est pas en bouche et tout. Il faut qu'il pense que derrière, ça a été ultra revalidé et on a dû batailler pour obtenir. Moi, Squid Game, par exemple, j'ai dû batailler la première saison parce que c'était écrit comme ça. Normalement, 1, 2, 3 soleil, eux, c'était red light, green light. Et moi, je leur dis, non, mais j'en ai rien à foutre, c'est pas ça. Nous, en France, c'est 1, 2, 3 soleil, d'accord ? Et j'ai pris le risque, en tant que DA, moi, de changer ça et de livrer le truc comme ça. Et je me suis fait engueuler par tout le monde. Et puis au final, oui, bon, allez, d'accord, mais alors attention la prochaine fois. Mais fuck, non, tu vois ? Et c'est pareil sur le personnage du maître du jeu, c'était leader one dans le truc, les documents. Il fallait pas toucher.
Et je lui dis, mais ça veut rien dire. Chez nous, leader one, on dirait du Star Wars, quoi. Et puis leader, ça peut être le personnage de Ji-Hoon, qui est le leader, tout autant que... Non, là, ça va être le maître du jeu. En français, c'est le maître du jeu. Pour nous, c'est cohérent. Et j'ai imposé ça, au risque de me faire jeter, hein, mais au final, c'est passé. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut un peu avoir du caractère et se dire, quand on est directeur artistique, on est directeur artistique. C'est-à-dire qu'on a une vision. Moi, je ne suis pas un cocheur de boucle. Je ne suis pas là pour valider ce qu'on m'a dit derrière si je sens que ça va aller à l'encontre du bien du produit sur notre territoire. Donc si ça ne marche pas pour les Français comme ça, si peut-être c'est dans la culture coréenne ou anglaise ou ailleurs, mais chez nous, non. Donc je vais au maximum essayer de me battre. Après, le client a toujours raison, ou alors sinon on passe à autre chose et on ne fait pas ou on ne travaille pas pour certaines personnes. Mais si on veut avoir cette liberté, mais on en a perdu beaucoup, forcément. Avant, les gens ne regardaient pas. Pour les Feux de l'amour, par exemple, qui se faisait à la Sophie. Alors, ils se sont fait dégager des années après tous. Mais en fait, tout le monde venait et faisait mais n'importe quoi dessus. Et il y avait... Ça tombe bien. C'était Michel, il avait fait un truc comme ça. Parce qu'il est hyper bavard. Non, mais il avait fait un truc sur un personnage, par exemple, il l'avait fait parler un petit peu comme ça, avec cette Michel Dodan. Et son personnage, il l'avait fait parler, oui, n'est-il pas, comme ça. Et les clients n'avaient jamais... vérifié. Ils n'avaient jamais écouté. Non, et pendant des années, c'est passé, n'est-il pas, nonobstant, etc. Ils parlaient comme ça. Et un jour, ils ont mis le nez dedans, il y a un client qui a regardé, il s'est dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font depuis des années? C'est quoi ce bordel? Ils font rire la France. Et à l'époque... J'ai pas l'impression que ça choquait le public. Non, mais il avait changé. Lui, il avait changé carrément tout le truc. Et c'est vrai. Et la série, du coup, s'est barrée ailleurs. Alors, justement, je rebondis sur ce que dit mon ami. Je pense que tout ce qui a été dit là est évidemment valable, mais je pense qu'il y a eu on a été un tout petit peu trop loin à un moment dans les années fin 90 où au doublage, parfois ils se marraient, ils voyaient les produits, ils disaient c'est de la merde, on s'en fout. Donc ça partait un peu... Il y avait des choses magnifiques et il y avait des choses un peu abusées, un peu bâclées. Et je pense qu'il y a eu un retour de bâton. Quand d'un seul coup les clients ont trouvé que ça allait un peu loin parfois, il y a eu un retour de bâton et une envie de surveiller un peu plus ce qui se faisait. Et ce qui fait qu'on prend les choses un Encore peu une plus à liberté, cœur parfois. effectivement, Comment On prend les choses un peu plus à cœur. Oui, oui. Depuis, je suis complètement Donc, d'accord en avec tout toi cas, sur il y a eu cette période. Oui, il y a un peut-être glissement. un petit excès à un En fait, moment. il y a une nuance entre avoir de la liberté et déconner, sortir du cadre, et rester dans le cadre, c'est-à-dire trouver des vannes meilleures que celles qui sont écrites, ou rajouter un tempérament qui va coller, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, se lâcher un petit peu plus, il y a une vraie frontière. Je prends l'exemple de ce dessin animé que j'adore, Monstres et compagnie, par exemple. Je suis totalement fan. Et il y a des phrases qui ont été écrites qui sont absolument pas comme ça en VO, mais il y a un vrai délire, il y a une vraie envie de se marrer, et ça s'entend dans tous les dialogues, ça s'entend dans tous les personnages. Réel fantasy, c'est pas plaqué comme certains peuvent l'être. Moi, je trouve, il y en a pas accroché sur certains doublages parce que on sent que le DA il est resté un peu sur ses rails, il a pas osé lâcher un peu les chevaux. En fait, à l'époque, tu vois, le truc de la Sophie, quand on parle des libertés, la Sophie au départ, c'était la boîte qui avait le maximum de. Moi, j'ai connu ça parce que j'ai débuté par la Sophie. C'est François Lecce, moi, qui m'a présenté. Je tournais, tout ça, il m'a dit, oh, tu veux faire de la voix? Je suis arrivé et les gens, en fait, c'était des familles déjà, mais c'était des familles de gens qui venaient du théâtre, du cinéma, qui étaient des gens qui avaient déjà un gros passif artistique derrière. Et du coup, quand tu rentrais dans le doublage, tu étais adoubé par ces gens-là parce qu'ils t'avaient trouvé bon au cinéma ou ailleurs et que tu rentrais dans cette famille-là. Et tu te rendais compte, quand tu avais un sens artistique, que parfois ça collait bien et parfois c'était du tout n'importe quoi, c'était juste une bande de potes qui s'éclataient. Donc ça fonctionnait très bien quand c'était par exemple sur les Schtroumpfs et tout. Ça pouvait fonctionner quand tu prends par exemple l'exemple de, moi j'aime bien cet exemple de Francis Lax sur Tom Selleck, parce que quand il a été mis sur Magnum, ça va Higgins comme ça, sauf qu'il y a une fois, tu vois, une pub pour le Télipton. Et quand tu regardes le Télipton, ils avaient fait leur pub sur Tom Selleck qui est à la montagne, là, comme ça, poitrail déployé avec les poils. Ouais. Il regarde la montagne et d'un coup, il se retourne face caméra, il a son petit thé à la main et il fait Lipton Yellow. Machin. Et alors, dans l'original, tout ce qui est la chaleur, la montagne, le côté rassurant avec Tom Selleck, putain, en français, ça a explosé, mais totalement, tu vois. Donc, bon, voilà, il y avait des fois. Mais il y avait en tout cas ce truc qui était commun, c'était cette envie de faire plaisir. Les gens s'amusaient entre eux, se faisaient plaisir. Alors peut-être des fois ça partait trop loin, mais on sentait cette envie. Oui, mais est-ce que ça part trop loin? Moi, j'ai des souvenirs de Shérif Fais-moi peur, par exemple. Oui. Claude Joseph sur le personnage de Roscoe P. Coltrane, mais il faisait n'importe quoi. Oui. Mais pourtant, ça fonctionnait, moi, en tant que... Ceux qui connaissent, ça marchait. Mais c'était
Non, mais en VO, c'était absolument nul ce truc, Sheriff, fais-moi peur. Il faut quand même. Les gars, ils arrivent, on leur demande de doubler une série, ils voient le truc, ils disent, mais c'est nul. Donc d'un seul coup, ils partent en vrille. Mais Ouais, Bruce Willis, ils s'amusent sur les personnages qu'on leur propose. Ça, Ils sur font les- une vraie création sur les personnages à l'écran. mais Bruce Willis en comme VO, ils il ont est du chiant. talent et qui sont hyper. Non, Voilà. et du coup, Il faut ça du devient sens hyper drôle. artistique. Il faut Oui. du sens artistique, c'est ça qui permet de Mais sortir bien du sûr. cadre. Non, mais, Ouais, Bruce Willis en VO est chiant, c'est un cow-boy. Si tu écoutes, d'ailleurs, quand ils ont changé la voix pour le 5e élément, ce qui a été fait est très bien. Ça respecte la VO. En fait, moi je trouve que, mais les gens, du coup, ça les a choqués parce qu'ils n'avaient pas le côté pétillant, le côté justement irrévérencieux de Ils Patrick dessus. retrouvaient pas Bruce Willis, tout Bah non, simplement. mais alors que c'est pas le. Si on écoute la VO, ce qui avait été fait, ça collait dans le 5e Bernard élément. était Il était très bien. Il collait à la VO, mais Bien c'est sûr. pas le Bruce Willis qu'on aimait nous. Bien sûr. Mais c'est un petit peu pareil, on en a parlé hier, mais les redoublages, c'est-à-dire que les comédiens qui font des redoublages de films qui peuvent avoir 30 ans Ça, ou c'est chaud. 40 ans, les comédiens ne sont pas à remettre en cause. Quand on prend Les Dents de la Mer, les comédiens qui font le redoublage des Dents de la Mer font un bon doublage. Sauf que ils passent après un film et une VF qui est devenue mythique et Bah, totalement... moi, je voudrais tirer mon chapeau à surtout Lucie, Murat. Delaine pour ça, parce qu'à l'époque, s'ils ont fait redoubler aussi, c'est pour d'autres raisons. C'est toujours des raisons financières derrière. À l'époque, par exemple, les Disney, Lucie, dans Les Blanches-Neiges, c'est parce qu'en fait, c'est la seule qui s'est battue pour ses droits. Parce qu'il faut savoir que Disney, derrière, quand tu vas faire une chanson, les droits ne t'appartiennent plus. C'est un peu les contrats à l'américaine. Tu signes, tu vas faire ton interprétation, tu es payé pour en cacher, et tout ce qu'il y a derrière ne t'appartient pas. C'est pas à toi, c'est à eux. Et Lucie s'est battue pour ça pendant des années. Et ensuite, ils ont prétexté de devoir changer. Ils auraient bien pu la rappeler. Elle était toujours apte à la refaire. Mais en fait, derrière, ils ont mis quelqu'un d'autre avec les nouvelles conditions. En prétextant que c'est pour une sortie 5.1, Atmos, etc. Ils avaient qu'à l'appeler alors. Mais ils l'ont pas appelé parce que voilà. Et on a parlé, Damien. Oui, vas-y, Pardon, je t'en parlais prie. des Dents de la Mer, ce qui est Ouais. effectivement un doublage culte. Murat, Bernard sur Dreyfus, c'est légendaire ce qu'il fait. Enfin, moi, je suis dingue de ça. Les trois d'ailleurs, Les Jacques trois, Thébault, non, les André trois, Valmy les et trois sont André déments. Valmy et Bernard Murat. C'est ouais. pareil, ça c'est un peu une Madeleine de Proust, tu vois. Je l'ai vu gamin en français, je peux le. Enfin, Ouais, non, ouais, c'est- tu le revois en français. Et un jour, voilà, il passe à la télé, je me dis ah cool. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'apprends, effectivement, ils sont très bien, mais passer derrière ça et refaire ça, comme ça a pu être le cas pour Le Parrain, pour des trucs comme ça, tu fais bon les gars. Mais c'est pas la même chose quand c'est fait dans l'époque. Mais exactement. Moi, Bien sûr. Amadeus, C'est ça déconnecté. reste- moi, c'était Amadeus, moi. Voilà, Amadeus tu vois. Proust, tu vois. Ça a Et été le doublage redoublé d'Amadeus, j'aime beaucoup. Mais ça n'a pas été redoublé. Si, ça a été redoublé parce que C'est alors, ils dingue. n'ont pas pu reprendre Jean Topard. Ils ont repris pratiquement beaucoup de monde. Ils ont Lucas repris fait- Claude Giraud, ils ont repris Luc Claude Hamet. Giraud, ils ont repris Luc Hamet. T'as pas Topard. Et c'est tout, hein. En Sans, plus- sans Jean Topard. Et voilà, ils ont pris Troisième quelqu'un Topard. qui est très raccord avec la VO et qui est formidable. Hein. Mais bon, voilà, l'effet Madeleine de Proust, et c'est pas dans son jus comme quand c'est dans l'époque. Tu parlais de transmission tout à l'heure, voilà, nous on est avec ces Madeleines de Proust là, et tu te retrouves d'un seul coup, c'est comme s'il redoublait Retour vers le futur. Enfin, à un moment, mais tu vois ce que je veux dire? Non, bah, il y a aussi Je crois que Jean-Claude peut dire quelque chose sur ça parce que nous, c'est terrible ce qu'on a fait. Nous, on a refait les Oui, Muppets. parce que, alors, Vous avez moi, refait j'ai- Ouais. J'ai eu, avec Edgar Givry, on a été chargé d'un truc un peu lourd, on a été obligé de rediriger intégralement le Muppet Show. Oui, j'ai bien appris sûr. ça. Oh la vache. Et là, on nous a obligés, parce que là, on ne pouvait malheureusement pas faire autrement, c'est-à-dire que quand on reprend le Muppet de l'origine, Roger, Micheline Dax, tous, ils ont tous été... Gérard Hernandez. Alors, nous, on avait déjà des personnages qu'on faisait avec Givry, et avec le petit qui est à côté de moi. Eh, c'est Scooter. Le petit Marc, tu faisais... Scooter, avec Kermit, Ouais, s'il te Scooter. plaît, c'est mon tonton qui a le théâtre. Donc, nous, on était 5, 6 à avoir déjà nos personnages depuis une vingtaine d'années, donc on a conservé. Mais par contre, ce qui a été très compliqué, il a fallu systématiquement trouver des comédiens pour refaire tout. Alors, Jean-Claude, moi j'ai une question. Pourquoi Ouais. Pourquoi Je ne sais pas. Alors là, je la reprendrai. Je pense que c'est pour le son. C'est une question de son. Mais on s'en fout du son. Non, parce qu'en fait, comme ils voulaient le diffuser, je pense, sur la plateforme Disney, et que du coup, tu dois avoir certaines normes de son, elles correspondaient plus à ce qui a été fait. Peut-être que c'était sorti en mono, tu vois, Mais on même s'en pas, ou en moque. stéréo. Et du coup, comme il fallait ressortir ça minimum en stéréo, voilà. Mais par contre, on l'a repris exactement les dialogues de Mais l'époque. ça a été refait dans tous les pays. Ah ouais, bah, Damien, toi, Non, toi, il y a eu un redoublage d'E.T. quand même qui a été fait en 2002 pour les 20 ans d'E.T. On Alors, m'a pas rappelé. Exactement. On m'a dit que j'avais trop vieilli. Alors
j'ai dit, je pourrais peut-être faire le... Elliot avec la voix de Matt Damon. Non, mais ce que je voulais dire, ce qui est dramatique aussi, d'abord, oui, c'est sorti du contexte. Je trouve que c'est plus dans l'époque, donc c'est curieux. Et puis surtout, on les refait en 5 jours, alors qu'on en avait passé 15 à l'époque. Donc je suis absolument désolé, mais on ne peut pas faire le même travail. Ça, on pourra me raconter tout ce qu'on veut. On ne fait pas le même travail si on passe 15 jours ou 5 jours. Et si on n'est pas ensemble. Et le nœud du problème, On est il est quand même beaucoup là seul, aujourd'hui dans le maintenant. doublage. Donc le gros problème du doublage aujourd'hui, c'est ça. Donc, Non, et puis refaire des... pour finir sur Et puis refaire des choses à un moment donné, quand tu vas tous les remakes là, il va y avoir encore un énième remake de Blanche-Neige qui est absolument ridicule là. Je veux dire, à un moment donné, tu vas me dire, les gars. Et là, c'est s'il une te plaît, nouvelle quoi. création encore. C'est bon. Ouais. Ouais. Mais pour revenir sur E.T. Joker. Pour revenir sur E.T. Non, mais cette nouvelle version elle était pas mal, mais enfin, elle était quand même très très loin de la version originale. C'est clair. La première VF était mythique. C'était un peu une Madeleine. Totalement une Madeleine. Oui, Totalement. carrément. Ça va prendre du poids à force, hein. Toutes ces Moi, madeleines. j'ai juste une petite anecdote que je glisse comme ça parce qu'elle m'amuse beaucoup. Quand j'ai démarré le doublage, je connaissais pas grand monde, je venais vraiment juste d'arriver et il y a Perrette Pradier qui m'a téléphoné. Oui, allô, bonjour, oui. Excuse-la, Perrette. Qui m'a parlé de vous, je voudrais savoir si vous seriez disponible pour faire... Je me dis, quel est le con qui me fait une blague? Donc je fais, Bah ouais, y a pas de problème, mon poteau. et je lui réponds comme ça. Et elle me dit, et donc vous seriez libre quand? Et là, je me dis, mais elle est sérieuse, en fait, la personne, en fait. Et c'était Perrette Pradier qui me téléphonait. J'étais vraiment à milieu de m'imaginer que c'était vraiment C'était E.T., quoi. sérieux. Ouais, c'était E.T. E.T. qui m'appelait. Appelez-moi au Ouais, téléphone. Quoi. E.T. de la nouvelle version. Elle n'avait pas cette voix-là, elle était très séduisante. Oui, Perrette. je tiens à préciser que c'est comment elle s'appelle? Marie Français. Ah, Marie Français. Marie Français, qui était une comédienne qui commençait à être un peu âgée en 82. Mais alors à l'époque, elle s'était enregistrée seule, je crois. J'ai Ouais. jamais enregistré que. Comme il y avait un truc à faire sur sa voix et tout ça, j'ai jamais enregistré avec elle. Elliot. Mais le pro... Le micro maintenant. Mais non, mais c'est oui. Bah. Oui, elle t'avait appelé sur les Hitchcock, non? Peut-être, c'est pas ça? Parce que moi, elle m'avait appelé, on a dû refaire, moi j'avais fait, on devait refaire un Hitchcock. Elle m'a appelé pour faire le Hitchcock, j'arrive, et puis moi je double, j'essaie d'être le plus naturel possible. Et Perrette, elle dit, mais t'as fini de faire le con hein? Je dis, mais joue-le comme. Je dis, mais je vais pas jouer. Bonjour madame, comment allez-vous? Et en fait, tu te rends compte que les Hitchcock à l'époque, comme tout le monde jouait un petit peu comme ça, il y avait une espèce. On était obligé de jouer comme ça, quoi. Donc, voilà, c'est ça, je t'appelais pour ça, couillon. Ah, mais d'accord, ok, merci. Non, mais ce qui est dommage, c'est que surtout, ils gardent pas les versions. C'est-à-dire, E.T., par exemple, pendant très longtemps, on n'a pas pu revoir le premier doublage. Oui, mais Là, t'as vu que ça a l'air revenu. Spielberg l'a remis Ouais. finalement dans les Blu-ray. Mais si on achète le DVD E.T., on aura le deuxième Quand doublage. c'est diffusé à la télé, c'est pas toujours la nouvelle version. Bah, là, Ils ont passé Amadeus, l'ancienne. Amadeus, là, qui est ressorti là, en 4K Blu-ray, là, ils ont remis l'ancien doublage. Ah, Voilà, super. ils remettent l'ancien. Ah, bah Voilà. très bien. Mais sur le Xavier, DVD. il est content. Hein. Qui a je suis content. qui a un beau coffret que j'engage à acheter parce qu'il est, un il très est beau vraiment coffre. beau. Les Dents de la Mer, pareil. Les Dents de la Mer en Blu-ray, il y a les deux doublages sur les deux pistes. Et ça, c'est bien. Donc, Est-ce que dans le public, il y a des questions? Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des personnages dont vous êtes absolument fan d'avoir doublé et on vous en parle pas assez à des événements, des conventions, etc. Et vous dites c'est dommage quand même parce que j'avais bien aimé ce doublage, j'avais bien aimé interpréter ce personnage, etc. Les personnages qu'on adore, on en a tous. Après, moi, ceux que je préfère, on m'en parle souvent. Il y a pas, il y a eu des films que j'ai adoré doubler, qui sont passés un peu, voilà, mais non, moi les personnages un peu, donc moi je me rappelle comme, mon préféré, c'est Negan par exemple sur Walking Dead, qui est, on m'en parle beaucoup quand même, donc voilà, j'ai pas trop même. Non, il y a eu quelques films comme ça que j'ai adoré faire et qui sont passés un peu à l'as, mais non, j'ai pas de regret. En tout cas, je regrette pas qu'on me parle pas d'un tel ou d'un tel. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, voilà. Tu veux mon... Tiens. Hein? Non, moi c'est un peu comme toi. Merci. Redonne-moi ça.
Voilà. Non, mais c'est un peu comme toi. Moi, c'est les personnages issus de la pop culture qui ont, des licences qui ont bercé mon enfance. Et c'est vrai qu'on m'en parle assez souvent. Voilà, de personnages dans Star Wars ou Adam Warlock dans le MCU, hein, puisque nous avons Doctor Strange. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Les Tortues Ninja, je regardais quand j'étais petit. Du coup, c'était vachement sympa de reprendre le flambeau. Donc, non, voilà, je suis plutôt content aussi là-dessus. C'est un peu la même chose. Moi, c'est toujours avec beaucoup de nostalgie que j'en parle parce que moi, j'ai cette chance, c'est de faire beaucoup de personnages que j'adore, à savoir comme C3PO dans les derniers Star Wars depuis 5-6 ans, Winnie l'ourson, c'est aussi un bonheur. Il y a Jerry dans les Totally Spies. Qu'est-ce que j'ai aussi Donald. Non, pas Donald, je m'écoute. Picsou, Picsou, Flagella Jones, et j'en fais beaucoup. Et c'est vrai que chacun de ces personnages, pour moi, c'est une petite touche émotionnelle, surtout tous ceux que j'ai repris, que faisait Roger Carrel à l'époque, puisque j'ai beaucoup travaillé avec Roger. Et il y a eu un passage de flambeau comme ça, parce qu'il a souhaité lui-même, et ça je l'ai su, il a souhaité lui-même que je reprenne la plupart des personnages qu'il faisait, parce qu'en fait, je vous fais le coup, une fois que ça pour le clin d'œil, quand on parlait, on avait à peu près la même tessiture. À savoir, si vous avez la voix de Roger dans l'oreille, si en parlant, je me mets à remonter d'un seul coup tout ça, j'ai pu dire, écoutez mon petit bonhomme, tu sais, une chose importante, c'est que moi, j'en ai fait des films. Et puis tu diras mieux mon petit Roger un jour, hein, c'est ça. Moi, je sais pas, j'aime bien Dirty, donc j'ai bien les tentacules. J'aime bien Dexter aussi. Mais non, mais disons que moi j'ai tendance à essayer de m'effacer derrière les personnages que je fais. Donc du coup, j'ai pas un affect particulier pour un pour l'autre, je les aime tous. Et c'est peut-être pour ça que je fais moins de conventions aussi. Je pense que, parce que pour moi, par principe, mon travail a été fait. Et je suis au service de la personne ou du personnage de dessin animé. Et ensuite, il vous appartient. Et moi, j'essaie de me détacher de ça. Si je dois te reparler de ce que j'ai fait sur James Nesbitt, là, dans le Hobbit, je m'en souviens pas. Je sais que j'avais des fans dans, à l'époque, Buffy contre les vampires. J'avais fait un personnage qui était mythique, qui était le personnage de Warren, qui tuait quelqu'un, etc. Et tout. Il y a une convention spéciale avec des tas de fans qui étaient ça. Je me souvenais plus de ce que j'avais fait. Maintenant, il y a des personnages qui te ramènent à... c'est vrai que moi... Dexter dans le laboratoire de Dexter. C'est un truc, je sais qu'une fois j'étais en train de doubler James Nesbitt sur une série et il y avait un gamin qui était là et en déconnant je dis je vais prendre un café. Et puis il me suit, il vient à la machine à café et il me dit c'est vous qui faites la voix de Dexter? Je lui fais oui. Il me fait putain, c'est toute mon enfance. Et là moi je le regarde, je me dis putain mais là il a 20 et quelques piges. Ouais, alors ça te met un coup de vieux direct et tu fais ah ouais, c'est possible, ok. Donc voilà, moi j'ai un respect pour les gens qui sont fans des choses, etc. Mais moi, vu de mon côté, ça m'appartient plus, ça vous appartient. Le seul truc que je trouve un peu dommageable à l'heure actuelle, c'est qu'avant, tu vois, quand on disait... dans les Muppets, tu savais que Roger avait doublé Kermit, tu avais un générique. Au générique, il y avait tout le monde. On prenait le temps de montrer les génériques de fin. Maintenant, ils n'ont rien à foutre des créatifs. Tu peux prendre... Moi, j'avais fait une série qui s'appelle Léonard est un génie, où je faisais Léonard. Tu regardes la fin du générique, on est écrit en tout petit, minuscule, et ça passe, mais en 2 secondes. Donc, il faut que les gens fassent une recherche. Alors, moi qui m'efface derrière la chose, ça me va bien, parce que du coup, le personnage vous appartient et tout. Mais je trouve ça très dommageable pour tous les artistes, qu'il n'y ait pas ce temps de prix dans les génériques et autres. Et vous êtes un peu là pour ça, vous, parce que c'est vous qui faites les recherches. Et des fois, vous nous rappelez ah ouais, je vous ai adoré dans ça, ça ou ça. Ah, putain, c'est vrai, j'ai fait ça. Donc, grâce à vous, Alors, pour dire, je disais tout à l'heure, les médias ont boudé le doublage pendant quand même des décennies et des décennies. Qui connaissaient le nom de Roger Rudel, qui connaissaient le nom de Raymond Loyer, de Jean-Claude Michel, alors qu'on les entendait partout, et même Patrick Poivet. Moi, j'ai découvert le nom de Patrick Poivet alors que j'étais amoureux totalement de sa voix et de son jeu. Lorsqu'un jour, je vois un documentaire et je suis resté à la fin pour me dire, OK, qui est le narrateur? Patrick Poivet, c'est une révolution. Patrick, il s'appelle comme ça, ce mec. OK, je l'ai noté, parce que Wikipédia n'existait pas, Internet n'existait pas. Nous, on fait un magazine, clairement, où on remet un peu l'église au milieu du village. On entend plus vos voix que n'importe quelle voix d'un comédien à l'image. Moi, j'ai plus entendu la voix de Patrick Poivet que la voix de Belmondo, alors que je suis un grand fan de Belmondo et j'ai vu X fois ses films. Et malgré tout, c'est vos voix qu'on entend le plus.
depuis qu'on est tout petit. Et donc, remettre l'église au milieu du village et juste faire un magazine où on vous laisse la parole. Voilà, en tout cas, c'est la fonction qu'a Synchro. C'est de enfin ouvrir un média pour vous, les comédiens. Moi, j'ai une question. Ici, on adore votre travail. On a vos voix, on l'a dit, hein, qui sont totalement cristallisées dans notre mémoire et dans la mémoire collective. Quelles sont les voix qui vous ont marqué en tant que spectateur? Ça m'intéresse de le savoir. Xavier, on t'a pas beaucoup entendu. Alors, moi, je parlais de Jean Topard, par exemple. Moi, c'est une voix que j'aimais vraiment beaucoup, que j'aime toujours. Alors, on parle de voix. En fait, on n'est pas que des voix. C'est les personnalités aussi qui travaillent. C'est aussi le jeu d'acteur, la façon de jouer. C'est aussi la façon... la diction de quelqu'un, bon, voilà, ça se réduit à la voix. La voix, c'est le véhicule, en fait, le véhicule d'une personne, en fait, et de différents choix dans la façon de jouer. En fait, c'est ça. Pardon, je reviens là-dessus, mais c'est vrai que ce truc des IA, ça nous réduit à des voix. Enfin, tu vois, on prend nos voix, on va prendre le grain de la voix de l'acteur américain, mais non. Ce qui fait entre guillemets la magie, c'est la façon de jouer. Et donc, moi, j'ai été réceptif à la façon de jouer de différentes personnes. Jean Topard, parce qu'il avait cette belle diction large. J'aime beaucoup, je sais pas. C'est vrai que c'est pas mal d'anciens, mais évidemment, parce que les autres, on les connaît, c'est les collègues, mais bon, enfin, moi, je suis réceptif à beaucoup au travail de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, j'ai appris en écoutant toutes ces personnes-là. Là, j'ai donné Jean Topard, je sais pas, Jean-Claude Michel, une très très grande voix. Patrick Poivet, forcément. Il y a le trio, hein, Richard Darbois, Jacques Frantz, Patrick Poivet. Nous, à notre époque, c'était vraiment les grands qu'on dit. Mais Roger Carrel, Philippe Dumas. Quand on parle de liberté, Philippe Dumas, c'était Gargamel dans les Schtroumpfs. Oui. Mais Philippe Dumas, il en a fait plein. Il était. C'était, je sais pas, Monsieur Drummond dans. et Obi-Wan Kenobi. Et lui, il avait ce truc de placer des mots dans des réactions, quoi. Des choses pas écrites. Et c'était signifiant, ça voulait dire quelque chose. C'était magique. Il doublait un mec et tout, puis attends, je voudrais le refaire parce que le mec il remet son froc. Alors je voulais te dire. Non mais il rajoute des trucs, c'était hyper drôle quoi. Après sur les voix, moi j'ai une anecdote rigolote, c'était Thierry Mercier comme ça qui un jour, c'est entre la pause de midi et 2, il va dans un chinois pour se restaurer et tous les comédiens sont là en train de faire la queue et puis il arrive au moment de payer, il parlait avec sa grosse voix et tout et la personne au moment de payer le regarde et lui fait vous doublez? Et lui il fait oui. Elle fait non, le sac, vous doublez? Et là, ça remet les choses bien, tu vois. C'est un métier d'humilité. Ouais, c'est un métier d'humilité. L'église au milieu du village, effectivement. Moi, évidemment, toutes les voix de mon enfance, c'est surtout les voix de toute cette génération qui n'est plus avec nous aujourd'hui, qui m'a énormément marqué, quoi. Voilà. En plus, donc moi, j'ai commencé quand j'étais gamin, donc je me souviens très bien d'arriver dans les salles d'attente de studio. Et là, il y avait la voix de John Wayne, il y avait André Valmy, il y avait Jacques Thébault. Jacques Thébault, c'était une voix hallucinante. Ils étaient tous là. Il y avait, alors moi j'adore, alors je sais qu'elle a été beaucoup critiquée, mais il y avait Evelyne Selena, qui était une voix exceptionnelle. C'était exceptionnel. Henri Djanik. Moi, la princesse Leia. Quand j'étais môme, donc c'était dingue. Alors, c'était des salles d'attente, ils fumaient tous des brunes. C'était des gros fumoirs, avec leurs grosses voix. Ils avaient tous des voix un peu comme Covillo. Ah bon? Attends, je balue Budgital. Voilà, c'est ça, tous mes souvenirs sont avec ces... Jacques Thébault reste pour moi la voix la plus belle. Moi, j'avais tourné sur un film qui s'appelle Le Radja des Mers avec François Leccia. J'étais dans le sud à l'époque. Je sortais du conservatoire à peine. Et puis j'avais tout fait pour perdre mon accent et monter à Paris. Et je faisais de la radio aussi. Donc l'univers de la voix, je connaissais un peu. Mais je me faisais engueuler au conservatoire quand je prenais une voix radio. Donc je savais pas où ça se positionnait exactement. Et pour moi, le doublage, c'était ringard à l'époque. Parce que je me disais, tu sais, tu sors d'école de théâtre, tu as envie de jouer, tu tournes, tu fais du théâtre. Et François m'a dit, écoute, quand tu montes à Paris, viens. Et puis je te ferai assister à des studios. Et j'ai commencé à m'intéresser.
en me disant bon, voyons voir, parce que pour moi c'était un truc de dinosaure, quoi. Pour moi c'est un truc où les comédiens finissent le doublage. C'était pas un truc parce que quand tu choisis ce métier, tu as envie d'être dans la lumière, de faire du théâtre, de créer, de faire des choses. Et en fait, pas du tout. J'ai commencé à écouter et ceux qui m'ont donné envie, c'est des gens comme Roger Carrel. J'écoutais et je me disais putain, mais il y a de la vie derrière, quoi. C'est hyper vivant, c'est hyper créatif. On sent qu'il est heureux de faire ce qu'il fait et il le transmet. Patrick Poivet, ouais, Bruce Willis, L'éclair de lune. T'écoutais L'éclair de lune, tu disais putain, mais ça joue, c'est hyper vrai. On dirait que c'est lui qui parle. Donc du coup, je me suis dit donc c'est pas Monique Thierry, comédienne, qui est partie aussi, incroyable, exceptionnelle. Monique Thierry. Et Marc Cassot, moi j'aimais énormément Marc Cassot pour la personne qu'il était. Et quand on voyait son parcours, il était d'une humilité absolue, toujours disponible et tout. Puis Claudie Chantal. Et voilà, puis une voix incroyable, Marc. Moi, je suis beaucoup plus jeune que vous, mais c'est vrai que... Menteuse. Mais c'est vrai que quand je démarrais et que j'étais à la barre en train de faire mon petit rôle et que d'un seul coup, j'avais Monique Thierry à côté de moi, que je n'avais pas forcément identifié, parce que maintenant, il y a facilement sur Internet la photo, le nom, mais moi, à l'époque... Monique Thierry, il y a une photo qui circule, pas plus. Oui, c'est vrai. Mais sa voix est mythique, et donc quand j'ai démarré, j'ai fait « Oui, je suis l'avocate de machin, etc. » et qu'elle a répondu « Ah !» Je suis tournée vers elle, j'étais... Claudie Chantal. T'as connu, t'as pas connu Claudie Chantal, toi? Bien sûr que si, t'as connu. Claudie, bien sûr. Claudie Chantal qui tricotait en attendant. Oui, alors on raconte ça. Moi, je l'ai pas vu spécialement. Ah, t'as pas vu ça? Simplement. C'est une légende, ça, mais. À l'écran, c'était une dame. Moi, quand je l'ai connue, je sais pas, elle avait déjà 70 ans, 60 ans, je sais pas. Claudie Chantal, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la voix de Caroline Ingalls dans La petite dans La Petite Maison dans la Prairie, entre autres. Moi, j'ai doublé donc Le Prince de Bel-Air avec Will Smith. Il y avait c'était la superbe blague magnifique. Tu te disais qui va doubler ça? Et là, tu avais Claudie Chantal qui se levait, alors qu'elle avait et qui était magistrale. Mais la voix parce qu'elle avait une voix incroyable et un charme, et elle savait tout jouer, quoi. C'était ça qui était dingue. Il y avait des fans qui étaient surpris quand ils écoutaient la voix, qui voulaient rencontrer, s'attendaient à voir l'actrice qu'ils avaient vue à l'image, comme quoi elle n'était pas castée au physique et que c'était sa voix qui était. J'ai quand même eu deux voix mythiques, moi, dans mes voisins. J'avais Marc de Giorgi. Marc de Giorgi. Oui, magnifique. Et Guy Pierrot, qui était son côté. Il est pas payé, comme ça. Mais dans les voix, on parlait des voix. Laurence Vous parlez des Badi voix de aussi. votre enfance. Si je parle des voix de mon enfance, il n'y en a pas un qui les connaît. Là. Laurence Badi. C'est possible. Laurence Badi dans les Scooby-Doo. Badi, ouais. Ben oui, dans les Scooby-Doo. Toi, vous devez certainement connaître des voix. Jean Servet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous vous souvenez pas? Je n'ai pas connu. Évidemment. C'est là où c'est vrai, il y a un grand silence et c'est là tu dis j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Dans vos bibliothèques, vous allez apprendre des DVD, machin, vous allez chercher Jacqueline des films Porel. avec Jean Servet. J'ai connu Jacqueline Porel. Jacqueline Porel, oui, bien sûr. Jean Lagache. Tu te souviens? Ah ouais. Non, mais je connais son nom. Non, je l'ai pas connu. Ah, il y avait des Non, parce ce qui est sympa, c'est de retrouver des gens. Michel Leroyer, par exemple. Michel Leroy. Tu vois, c'est des gens où tu te dis, enfin moi quand j'étais gamin, c'était partie c'était les vedettes de la télé, c'était des stars, les stars de la télé. Il n'y a pas autant de chaînes. Dominique Paturel. Puis quand tu arrives en doublage, tu étais là dans les salles d'attente et d'ailleurs tu disais, putain, mais c'est le mec, c'est le Chevalier de Maison Rouge, c'est le cancer flibustier, machin. Ok, d'accord. Donc du coup, Paturel, incroyable. De toute façon, le doublage de Dallas, et c'est évidemment. Et Béatrice Delphes aussi. Béatrice Delphes. Ah, Béatrice Elle Delphes. était 42. Et Jackie Berger. Bien sûr. Bien sûr. Jacques Deschamps aussi. Jacques Deschamps. Et On les a presque tous fait. Moi, je voulais dire Roland Giraud aussi. ouais, Roland Giraud, énorme. Ah, voilà. Quelle voix. Severus Rock Quel dans beau Harry grave. Potter. C'est Claude Giraud. Claude. Je confonds toujours le comédien Roland et Claude. Et Claude qui jouait dans Rabbi Jacob aussi. Exactement. Voilà. Mais à chaque fois, Exactement. j'adorais ce qu'il faisait. Merci beaucoup. On n'a pas pu poser d'autres questions de la part du public. On nous fait Ah ouais, signe. Il c'est faut fini, qu'on là. Dernière aille année. déjeuner. Donc merci beaucoup à vous. Des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé, dans l'aube bleutée